Merci à Valérie Masson-Delmotte d'être parmi nous aujourd'hui. Donc vous le savez, nous allons parler du climat, du rôle des scientifiques et des politiques. Et je voudrais juste introduire cet entretien. Moi, en tant que scientifique qui ai des missions d'enseignement et de recherche, mais surtout en tant que membre de la direction de la section PCF de l'Université Paris-Saclay, qui contribue à la tenue de cet espace science de la Fête de l'Humanité, qui est couplé avec l'espace numérique et avec la revue Progressiste. Vous aurez plus tard d'autres interventions. Vous avez peut-être déjà pris connaissance du programme, ainsi que sur le côté des expériences scientifiques qui sont présentées au sein de l'espace par des chercheurs et des chercheuses essentiellement venus de Paris-Saclay. C'est une constante pour notre section PCF de l'Université Paris-Saclay, autrefois à la faculté d'Orsay, que de proposer dans ce rendez-vous populaire et culturel qu'est la Fête de l'Humanité des éléments de culture scientifique, à la fois à travers des interventions de scientifiques, mais aussi à partir d'interventions de chercheuses et chercheurs passionnés qui viennent vous présenter des expériences sur le stand. Au niveau du Parti communiste, il existe une commission enseignement supérieur et recherche qui participe au débat public national sur les grandes positions du PCF concernant l'université. Université, recherche, étudiantes et étudiants, et avec laquelle donc le travail de cette section Université Paris-Saclay s'inscrit. Donc, notre premier rendez-vous va nous amener sur un sujet d'actualité majeur, et je pense que votre présence très nombreuse aujourd'hui le montre. Le climat, le rôle des scientifiques et des politiques, avec donc Valérie Masson-Delmotte, que je remercie encore une fois pour avoir accepté de participer à cet entretien. Valérie Masson-Delmotte est climatologue, paléoclimatologue, directrice de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement au CEA, donc le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Elle est responsable du centre climat-société de l'Institut Pierre-Simon Laplace et membre du Haut Conseil pour le climat et de plusieurs comités éthiques. On y reviendra petit à petit dans l'entretien. Elle a été coprésidente du groupe de travail 1 du GIEC qui concerne les bases de travail scientifiques de 2015 à 2023 et elle a contribué à un récent rapport sur les indicateurs du changement climatique de 2024 qui pointe que les activités humaines augmentent le déséquilibre énergétique de la Terre et entraînent une élévation du niveau de la mer plus rapide et un réchauffement de la Terre, tout ça dans la dernière décennie. Donc nous allons entrer dans le détail pour évoquer d'abord l'état du climat, puis on parlera de l'action des politiques publiques internationales et françaises sur le climat. On fera un détour quand même par la situation américaine. Et puis, je voudrais terminer par un sujet d'importance, les carrières scientifiques féminines. On n'a pas commencé. Hein. On y va. Alors, je voudrais qu'on évoque d'abord, Valérie Masson-Delmotte, les connaissances scientifiques sur le climat de la Terre. Et avant de parler du climat actuel et à venir, est-ce que vous pourriez nous retracer les grandes évolutions du climat de la Terre telles qu'elles sont connues actuellement ? Il n'est pas activé, pas de problème. Hop, le voilà. Alors d'abord, merci de l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Et je suis contente de voir dans la salle des amis, des collègues et même des membres de ma famille de Lorraine dont je ne savais pas qu'ils seraient là. Oui, donc en fait, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de la Terre depuis son origine, mais si on regarde à l'échelle des derniers dizaines de millions d'années, l'histoire du climat de la Terre, elle est marquée par une succession de périodes très chaudes, plus chaudes qu'aujourd'hui à l'échelle géologique, avec un niveau naturel plus élevé de dioxyde de carbone, de gaz à effet de serre. Par exemple, à la période des dinosaures, il y a environ 60 millions d'années. Et à partir de ce moment-là, en fait, on a eu un refroidissement graduel, notamment parce qu'il y a des facteurs géologiques qui ont retiré graduellement ce CO2 de l'atmosphère. Donc le climat s'est refroidi. Et à partir d'un certain moment, il a été un peu plus frais. La configuration des continents et des océans a permis le début de l'englacement de l'Antarctique d'abord, ce qui a amplifié cette tendance au refroidissement parce que les glaces réfléchissent. Donc une fois qu'elles s'installent, il y a un effet miroir. Donc ça a commencé il y a environ 35 millions d'années. Et puis il y a à peu près
3 millions d'années, l'englacement du Groenland. Et c'est là où on est passé, en fait, dans cet état du climat qui est marqué par une succession de périodes douces, qu'on appelle interglaciaires, et de périodes encore plus froides, qu'on appelle glaciaires. On le décrit parfois comme des cycles, et on le comprend comme étant, en fait, l'ajustement du climat aux variations lentes de la position de la Terre par rapport au Soleil. Donc, l'orbite de la Terre autour du Soleil, parfois, elle est plus circulaire ou plus elliptique. Le moment où la Terre est plus proche du Soleil change, et donc ça va répartir différemment l'énergie solaire. Et ça, c'est le moteur des glaciations. Et ce qui est assez formidable, c'est que les premières connaissances sur ce sujet, elles viennent à partir du XVIIIe siècle, les travaux des naturalistes par les fossiles qui témoignent d'environnements différents ou des pollens. Et puis la première idée que c'est la position de la Terre autour du Soleil qui a été le moteur des glaciations, ça a été formulé par un mathématicien dans les années 1940, un mathématicien serbe, Milanković. Et puis plus tard, on a réussi à extraire des sédiments au fond de l'océan, des carottes de glace. Et c'est à ce moment-là, en les datant, que finalement on a confirmé l'hypothèse du rôle de la position de la Terre autour du Soleil, en pouvant dater ces grandes périodes glaciaires ou plus douces. La dernière période glaciaire, c'était il y a 20 000 ans. Plus de glace en Europe, plus de glace en Amérique du Nord, un niveau marin plus bas. Les grottes de Lascaux, avec nos ancêtres qui ont témoigné par leurs œuvres d'art de ces environnements différents. Et puis, ce que je vais également mentionner, c'est qu'à partir des années 1970, en gros, on a réussi aussi à modéliser le climat, l'atmosphère, l'océan, la surface des continents, les glaces, leurs interactions graduellement. Et ça nous a permis de comprendre les mécanismes à l'œuvre. Et ce qui est intéressant, c'est comprendre justement tous les facteurs qu'on appelle, nous, des boucles de rétroaction, qui font que quand on affecte la répartition de l'ensoleillement ou l'effet de serre, eh bien, on va avoir des phénomènes amplificateurs qui vont faire passer d'un état doux à une glaciation graduellement, puis quand les calottes deviennent instables, plus brutalement d'une période glaciaire à une période douce. Et en fait, c'est la même machine climatique qui aujourd'hui est profondément perturbée par les activités humaines. Et ce qui est intéressant, c'est situer les changements en cours dans ce temps long. Et donc si on regarde la teneur en CO2 dans l'atmosphère, on sait aujourd'hui que c'est nous qui en ajoutons, en brûlant des énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz, et par la déforestation, par la production de ciment. Donc on sait que ce qui est rajouté dans l'atmosphère et qui s'accumule vient de nos activités. Le niveau actuel de CO2 dans l'atmosphère, en fait, il est inédit sur 3 à 14 millions d'années. C'est-à-dire, nous, en 150 ans de période industrielle, on a refaçonné une atmosphère plus riche en CO2 comme on a connu à l'échelle géologique, mais brutalement. Et le climat s'y ajuste avec les mêmes mécanismes que dans le passé. Et un point pour moi très important, c'est le fait d'arriver à simuler les grandes périodes passées, les périodes très chaudes, les glaciations. C'est un élément clé dans la confiance qu'on a sur notre compréhension du fonctionnement du climat et sur les simulations d'évolution à venir. Donc, teneur en CO2 dans l'atmosphère inédite sur 3 à 14 millions d'années, réchauffement en cours, donc depuis 150 ans, qui se produit à un rythme encore plus élevé, le réchauffement des derniers 50 ans, inédit sur plus de 2000 ans à la surface de la Terre, inédit sur 10 000 ans à la surface de l'océan. Une des conséquences du réchauffement, comme dans le passé en fait, quand le climat change, les glaces sur les continents en ce moment reculent. Avec l'océan qui gonfle en se réchauffant, ça fait monter le niveau de la mer. Donc le recul des glaciers dans le monde inédit sur plus de 2000 ans, la montée du niveau de la mer inédite sur plus de 2000 ans également. Donc on est dans une phase où on est en train de sortir brutalement de la variabilité naturelle du climat telle qu'on l'a connue sur la période historique. Et par exemple, si on dépasse un niveau de réchauffement d'1,5 degré, on sortira de la plage des périodes douces les plus chaudes du dernier million d'années. Et pour trouver un monde 2 degrés plus chaud que le climat pré-industriel, il faut remonter quasiment 3 millions d'années en arrière. Mais on le fait brutalement, et c'est ça aussi l'enjeu, parce que les variations climatiques passées, graduelles, elles ont aussi façonné, elles ont interagi avec l'évolution du vivant. Elles ont aussi façonné les capacités d'adaptation de la végétation, des animaux, des coraux et du reste. Et nous, en fait, on perturbe cet ensemble brutalement. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Je voudrais creuser un peu le détail de votre activité.
parce qu'on sent on sent l'accélération dont vous avez parlé de l'évolution du climat impacté par l'activité anthropique. Comment est-ce qu'une scientifique, climatologue, travaille, sur quels objets est-ce que vous travaillez à la fois pour connaître, je pose deux questions en une, mais finalement, parce que je pense que la réponse est différente, mais l'état du climat passé et l'état du climat actuel. Alors en fait, il y a tout un travail d'observation actuellement. Donc observation météorologique, observation océanographique, des réseaux d'instruments, des stations de mesure, des bouées, des instruments automatiques dans l'océan qui mesurent en profondeur. Ça s'est construit au cours des siècles, du XXe siècle, des dernières décennies. Depuis les années 70, l'observation de la Terre depuis l'espace, qui est assez génial parce que par exemple, pour observer le niveau de la mer, on peut le faire au niveau planétaire depuis l'espace. Pour observer l'évolution de la glace de mer, la banquise autour de l'Arctique, de l'Antarctique, on peut le faire depuis l'espace, ou la quantité de glace dans le Groenland ou l'Antarctique, alors que par des mesures de terrain, c'est vraiment difficile. Mais nos séries, elles sont limitées. Par exemple, si on prend les données météorologiques fiables dans le monde pour reconstituer l'évolution de la température à la surface de l'océan ou du continent, c'est à peu près 150 ans. Du côté de l'Antarctique, par exemple, c'est seulement une cinquantaine d'années où on a des mesures directes. Donc tout le travail qu'on fait sur les archives naturelles pour arriver à tirer une information de l'analyse des carottes de glace, des sédiments, des coraux fossiles et du reste, ou des données historiques d'ailleurs, ça nous permet d'allonger notre perspective et d'avoir un panorama beaucoup plus complet de l'évolution du climat. Donc moi j'ai travaillé essentiellement sur l'analyse de carottes de glace, Groenland, Antarctique, Tibet. Dans les Alpes il fait trop chaud, il y a trop d'eau qui percole. Ça efface en fait cette mémoire des couches de neige successives. J'ai aussi travaillé sur les anneaux de croissance des arbres qui, en fait, par exemple en France, pour les chênes, vont être stressés quand il fait chaud et sec. Et vous l'avez vu cet été, l'état des arbres. Donc, quand on a des conditions chaudes et sèches en plaine, ça va être un facteur de stress et ça va se marquer soit dans l'épaisseur ou la densité des anneaux des arbres. Mais nous, en fait, on a utilisé des marqueurs de rapport de molécules lourdes et légères sur la cellulose du bois, exactement la même chose que ce qu'on fait sur l'eau des glaces polaires. Et ça nous a permis de reconstituer les variations de température d'été ou les fréquences de sécheresse sur 800 ans à partir d'analyses d'arbres dans différentes régions de France. Et on les a d'ailleurs agglomérés avec les dates des vendanges. Vous l'avez vu, les vendanges sont plus précoces en ce moment. Et donc quand on a plusieurs siècles, 800 ans de chronologie de date de vendange, c'est un très bon marqueur en fait des variations passées du climat. Donc en fait, chaque étude, chaque archive, chaque carottage, chaque source historique, c'est une pièce de puzzle. Chaque méthode d'analyse ou de datation, elle permet de mieux tirer parti de ce qu'on a et on agrège tout ça. Donc on met toutes les pièces de puzzle ensemble et c'est ça qui nous permet de reconstituer quasiment en 3 dimensions, du haut des montagnes au fond de l'océan, au fur et à mesure du temps, l'état du climat de la Terre. Et en ce moment, on travaille sur la partie glace de l'Antarctique, sur les 2 extrémités du spectre, c'est-à-dire jusqu'où on peut aller pour reconstituer très finement les variations des dernières décennies, ce qui n'est pas facile parce qu'il neige peu, il y a beaucoup de bruit lié au vent, donc on essaie de pousser les limites sur le très récent. Et puis d'autre part, donc mes collègues ont été impliqués dans un nouveau forage qui pourrait permettre de remonter encore plus loin sur ce qu'on fait dans les glaces de l'Antarctique. Pour l'instant, nos enregistrements remontent sur 800 000 ans. L'air piégé dans les bulles de la glace et le climat local à partir de l'eau. Et en ce moment, il y a des nouveaux résultats qui pourraient permettre de remonter peut-être jusqu'à 1,5 million d'années vers le passé. Et c'est une période assez chouette parce que le rythme des glaciations à ce moment-là a évolué de glaciations fréquentes et peu intenses à des glaciations ensuite plus longues et plus intenses et on ne comprend pas exactement les mécanismes à l'œuvre. Et donc on a des travaux actuellement en ce sens. Merci beaucoup, c'est très riche. On sent bien tout le travail pour essayer de retrouver la mémoire perdue à travers certaines de ces données qui n'ont pas perduré dans certaines carottes que vous pouvez prélever. Si on glisse un peu plus sur l'actualité, les données actuelles, vous avez parlé d'observation de la Terre, donc par satellite. Évidemment, on n'y a accès que depuis récemment.
comment est-ce que ce type de données, mais beaucoup d'autres données, j'imagine, permettent de valider? Qu'est-ce qu'on a validé? Puisque je mentionnais dans l'introduction une de vos dernières contributions. Oui. Qu'est-ce qu'on vient de valider en termes d'évolution climatique? Alors, il y a juste un point que je voulais mentionner, que j'ai oublié de mentionner, mais je veux le faire. C'est que quand on s'intéresse au climat passé et à ses archives naturelles, elles sont fragiles. Par exemple, le réchauffement qui entraîne de l'eau liquide dans les glaciers, il efface cette mémoire. Les feux de forêt qui font brûler des arbres anciens, ils effacent aussi nos archives. Donc je voulais mentionner ce côté menacé. Et puis aussi le besoin de financement de cette recherche fondamentale, indépendamment de la période actuelle de l'influence humaine sur le climat. Caractériser, comprendre les grandes variations passées, c'est de la recherche fondamentale. C'est intéressant par rapport à l'évolution du vivant, à l'histoire humaine, l'archéologie et le reste. Et on a aussi ce défi d'arriver à convaincre du besoin de financement dans la durée, pas pour vous servir demain pour vos décisions, mais simplement pour augmenter le niveau de connaissance de l'humanité dans toutes les régions du monde. Donc ça, je voulais le dire, parce que la communauté en France qui travaille sur les climats passés, elle a fait un livre blanc de la paléoclimatologie qui va être publié prochainement, justement pour expliquer quelles sont nos voies de recherche, nos aspects innovants même dans l'étude du passé. Et c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant pour de jeunes étudiants, d'aller aussi dans cette voie-là, qui est vraiment une voie de recherche qu'on peut appeler fondamentale, pilotée par la curiosité, même si elle débouche sur des choses importantes pour le climat actuel. Alors, sur l'état du climat actuel, donc, qu'est-ce qui se passe? On a des grandes bases de données dans lesquelles on agrège toutes les observations. Ensuite, on a différents groupes dans le monde qui font une synthèse avec des méthodes différentes parce qu'on n'a pas des données partout, parce que les instruments ont changé dans le temps, donc on doit mettre des corrections en place, et donc avec des approches statistiques qui peuvent être différentes. Donc ensuite, on compare les résultats de tous ces groupes pour arriver à reconstituer la meilleure estimation et l'incertitude sur le réchauffement actuel. Donc ça se fait dans les travaux scientifiques. Les méthodologies, elles sont passées en revue dans un cadre collectif dans les rapports du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Et le dernier que j'avais supervisé a été publié en 2021, donc avec des données qui s'arrêtaient en 2019 ou 2020. Donc ça fait un moment. Et on s'est dit, en fait, ce temps de 8 ans entre deux évaluations successives, c'est trop long par rapport aux citoyens, par rapport aussi à l'information scientifique pour éclairer les prises de décision. Donc maintenant, on a décidé de réactualiser tous les ans. Donc dans cette réactualisation, qu'est-ce qu'on regarde? Les émissions de gaz à effet de serre des activités humaines, ce qui réchauffe, les émissions de polluants qui ont un effet plutôt refroidissant sur le climat des activités humaines, ce qui peut masquer le réchauffement. Ensuite, on regarde comment évolue leur concentration dans l'atmosphère. Ensuite, on regarde comment ça affecte le bilan d'énergie de la Terre. Ensuite, on prend le réchauffement observé et on le compare au réchauffement qui peut être attribué aux activités humaines et aux facteurs naturels. Alors, les facteurs naturels qui jouent, c'est les petites fluctuations de l'activité du Soleil, de temps en temps l'effet des éruptions volcaniques, donc on le quantifie, on en tient compte. Et donc, il y a l'observation, et ensuite, il y a un travail qu'on appelle, nous, d'attribution. C'est-à-dire, sur ce qui est observé, quelle est la part due aux activités humaines, et puis quels sont les facteurs naturels. Et si on regarde donc l'année 2024, celle pour laquelle on a réactualisé l'état des connaissances, donc on voit un réchauffement qui se poursuit à un rythme encore plus rapide qu'avant sur la dernière décennie. On voit que le poids de l'activité humaine a été encore plus fort parce que, à l'effet réchauffant des gaz à effet de serre qu'on continue à ajouter dans le monde, c'est ajouter la baisse des émissions de polluants, des particules de pollution, ce qui est une bonne nouvelle pour la santé, mais qui permet à davantage de rayonnement solaire d'arriver à la surface et qui est, quand on l'enlève, un facteur de réchauffement. Donc les deux facteurs-là jouent dans le même sens. Ce qu'on peut également dire, c'est que donc, si on regarde les activités humaines, on a deux réussites et quelque chose qui est en cours de route. Première réussite, les composés qui étaient des gaz à effet de serre et qui détruisaient l'ozone, ils sont encadrés. Et pour ceux qui avaient le plus gros effet sur le climat, leur concentration baisse depuis les années 90. Donc ça, c'est une réussite. Leurs produits de substitution qui sont utilisés dans les clims et tout le reste montent, mais c'est encadré. Il y aura des substitutions. Donc ça, c'est en bonne voie. Sur les émissions de soufre, qui est un polluant à l'origine de ces particules nocives pour la santé, le pic est passé depuis une vingtaine d'années. Donc grâce à l'encadrement, au cadre de régulation en Europe, aux États-Unis, en Chine, pour améliorer la qualité de l'air,
y compris dans le transport maritime, là, le pic est passé. Si on prend les gros morceaux du réchauffement, c'est les émissions de dioxyde de carbone. Et là, en fait, le rythme de hausse s'est ralenti. On n'a pas atteint au niveau mondial un pic et une baisse nette, mais le rythme de hausse s'est ralenti. Et il s'est ralenti parce qu'on a des politiques publiques qui ont fonctionné. En Europe, les émissions baissent depuis les années 90, aux États-Unis depuis 2005. Et la bonne nouvelle qui arrive, c'est que du côté de la Chine, les émissions ont baissé sur les derniers 12 mois pour la première fois. Donc c'est un pays émergent qui aussi, par ses politiques publiques, permet en fait de maîtriser en fait, les émissions de CO2 liées aux énergies fossiles. Et dans les analyses sous-jacentes, ce qu'on voit qui joue surtout, c'est production d'électricité décarbonée, de toutes sortes, nucléaire, renouvelable. Et puis c'est électrification des mobilités qui permet de répondre aux besoins en recourant moins au charbon, en recourant moins au pétrole. C'est ça en fait qui tend, puis l'efficacité et un début de maîtrise de la déforestation, même si elle se poursuit dans certaines régions. Donc ça, c'est des choses encourageantes. Les émissions de méthane, elles continuent à augmenter fort. Les émissions des autres gaz à effet de serre, elles continuent à augmenter fort. Donc on voit qu'il y a un panorama de choses où il y a eu vraiment des avancées nettes. Et là, il y a vraiment le gros morceau, c'est arriver à tenir le cap par rapport au facteur principal du réchauffement, dioxyde de carbone, et puis émissions de méthane aussi, qui est le deuxième facteur le plus important. Et si on prend donc le réchauffement, comment est-ce qu'on le regarde? Est-ce qu'on va regarder une seule année? Est-ce qu'on regarde en moyenne sur 10 ans? D'une année à l'autre, la température à la surface de la Terre, elle fluctue pas mal. Elle fluctue parce qu'on a une variabilité spontanée du climat naturel, notamment les interactions entre l'océan et l'atmosphère dans les régions tropicales, ce qu'on appelle les phénomènes La Niña et El Niño, qui d'une année à l'autre fluctuent aléatoirement en fait. Donc au sens climat, on ne regarde pas sur un an, on va regarder sur une période un peu plus longue. Donc si on prend les derniers 10 ans, le niveau de réchauffement observé, c'est 1,24 degrés par rapport au climat pré-industriel. Et sur ces 1,24 degrés, à votre avis, quelle est la part attribuable aux activités humaines? Sur les 1,24 degrés de réchauffement qu'on observe, donc la tendance graduelle et la moyenne sur les derniers 10 ans. Est-ce que c'est un demi-degré, 1 degré, 1,1, 1,2? Alors, qui pense que c'est un demi-degré dû aux activités humaines sur les 1,24 observés? Qui pense que c'est 0? Qui pense que c'est la moitié, par exemple, 0,6 degrés? Qui pense que c'est 3/4, par exemple, 1 degré sur 1,24 degrés? En fait, notre estimation, donc robuste, vérifiable, réplicable, c'est sur les 1,24 degrés, c'est 1,22 dû aux activités humaines. En fait, il n'y a aucun facteur naturel qui réchauffe sur 150 ans. Voilà. Donc ça, c'est un point important à retenir. L'état des connaissances, c'est la quasi-intégralité du réchauffement et la conséquence des activités humaines. Et ce qu'on peut aussi montrer, c'est que le réchauffement est plus prononcé au-dessus des continents qu'au-dessus de l'océan. Donc l'Europe, c'est le continent hors région polaire qui se réchauffe le plus. Donc en France, nous, on en est déjà à 2 degrés de réchauffement. Et pareil, quasiment intégralement dû aux activités humaines. Ce qu'on peut aussi montrer, c'est que les extrêmes chauds montent plus que la température moyenne. On l'a encore vu cet été, 2 vagues de chaleur intenses. Et on voit que l'intensité des températures maximales augmente plus vite que les températures moyennes. Alors, ce qu'on n'a pas réactualisé, c'est le lien avec les sécheresses ou le lien avec les pluies extrêmes, mais ça, c'est déjà bien établi. Donc, plus l'air est chaud, plus il va vider les sols de leur humidité par l'évaporation, la transpiration quand il ne pleut pas. Donc, le réchauffement directement aggrave les sécheresses agricoles. Et puis, dans un climat plus chaud, l'atmosphère peut contenir 7% de vapeur d'eau par degré en plus. Et donc, dans un climat plus chaud, ça va doper les pluies de forte intensité. Quand on a un orage stationnaire et quand on reprend les données à Orly, Brétigny, en Essonne, et si chaque année vous regardez la quantité maximum de pluie en un jour, il y a une tendance nette à l'augmentation. Ce n'est pas le cas partout en France, c'est le cas en région méditerranéenne aussi très nettement. Alors dans notre étude, on a aussi réactualisé la montée du niveau de la mer, qui est une conséquence du réchauffement, c'est-à-dire plus on piège de la chaleur dans le climat, 90% de la chaleur rentre dans l'océan, et quand il se réchauffe, il gonfle. Et il se réchauffe sur 3000 mètres d'épaisseur. Ensuite, quand on réchauffe les continents, les glaciers fondent.
Donc l'eau qui était sur les continents rejoint l'océan. Et puis du côté de l'Antarctique, c'est attaqué par l'eau de mer en dessous, sur les parties flottantes, donc ça s'écoule plus rapidement. Et donc la montée du niveau de la mer, elle accélère. Le rythme actuel, c'est plus de 4 mm par an sur les derniers 10 ans, contre 2 mm par an en moyenne au XXe siècle. Donc on a vraiment un rythme qui est plus élevé et qui est aussi une conséquence directe de nos activités. Et là, par contre, ça ne va pas s'arrêter demain. C'est-à-dire que si on arrêtait tout demain, il n'y aurait pas de réchauffement supplémentaire. Si on atteint la neutralité carbone, il n'y aura pas de réchauffement supplémentaire à partir de ce moment-là. Mais pour un niveau donné de réchauffement, même si on stabilise le réchauffement, les glaciers vont s'ajuster. La chaleur, elle va continuer à rentrer en profondeur dans l'océan. Et donc la montée du niveau de la mer, elle va se poursuivre à l'échelle de siècles, milliers d'années. Et on a acté déjà plus d'1 mètre à venir sur le long terme de montée du niveau de la mer. Voilà. Merci beaucoup, c'était très complet et il va falloir que je change certaines de mes questions à venir. Par contre, il faudra parler bien près du micro. Merci, parce qu'on enregistre en même temps. Alors, je voudrais qu'on glisse un petit peu vers la question de l'action politique au niveau international, par exemple. Vous avez été coprésidente du groupe 1 du GIEC, donc, qui est le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est régulièrement convoqué lorsqu'on parle du climat de la Terre. Ce que vous nous avez présenté, il y a certains, on entend quelques signaux favorables. D'autres restent défavorables par rapport à l'évolution du climat. Je vais reformuler ma question initiale. C'est finalement, est-ce que vous sentez à travers votre rôle au niveau du GIEC avoir eu un poids pour favoriser cette évolution qui a une partie positive quand même que vous avez notée est-ce que c'est entendu? Est-ce que c'est suffisamment entendu selon vous des politiques? C'est pas une question simple. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, la première alerte des scientifiques, elle remonte aux années 70. Les premiers rapports, d'ailleurs, de l'Académie des sciences américaines sur l'influence humaine sur le climat à venir, avant que les gens n'en fassent l'expérience, ça remonte à la fin des années 70. Et la communauté scientifique, notamment dans le cadre de l'Organisation météorologique mondiale, s'est structurée en fait au niveau international pour essayer de construire justement une possibilité de dialogue structuré avec les représentants des différents pays. Et ça s'est concrétisé en 90 par la mise en place du GIEC, donc qui a pour but de passer en revue l'état des connaissances et fournir de manière neutre, non prescriptive, un état des lieux sur le climat, son fonctionnement, l'influence humaine, les impacts observés, les risques à venir et les solutions, les leviers d'action, soit pour gérer les risques, renforcer la résilience, l'adaptation à un climat qui change et comment répondre aux besoins de développement tout en décarbonant. Donc tout ça, en fait, c'est vraiment le but des différents groupes de travail, des différents rapports du GIEC. Et ce qui est impressionnant dans la durée, pour moi, si on regarde sur 90-2025, c'est de voir que finalement, ce qui était attendu se réalise. C'est-à-dire que la trajectoire de réchauffement, elle correspond aux premières simulations, aux caractéristiques qui avaient été bien anticipées par la physique du climat depuis les années 90. C'est assez frappant en fait, sur la force de la capacité de compréhension. Sur les impacts observés, les impacts pour les écosystèmes, les impacts pour la production alimentaire, pour la sécurité en eau, la sécurité des lieux de vie, souvent les impacts s'aggravent plus vite que ce qui n'avait été anticipé. Donc ça, c'est aussi ce qu'on apprend en observant ces systèmes, en observant leur seuil de tolérance quand ils sont touchés notamment par des événements extrêmes. On a révisé à la hausse les risques climatiques pour un niveau de réchauffement donné, c'est-à-dire on comprend encore mieux maintenant qu'il y a 10 ans à quel point on aurait intérêt à limiter le réchauffement au niveau le plus bas possible. Et donc les travaux du GIEC, ils ont conduit à la mise en place de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Ils avaient construit au protocole de Kyoto qui était peu engageant, plutôt pour les pays développés. Ceux qui se sont engagés à faire des petites choses les ont tenus, sauf les États-Unis qui en sont sortis. Ensuite, les rapports du GIEC de 2013-2014, ils ont été mobilisés dans la rédaction de l'accord de Paris sur le climat, qui vise à limiter le réchauffement largement sous 2 degrés, avec l'aspiration à le contenir à 1,5 degré, sachant qu'on va vers un monde 1,5 degré plus chaud d'ici 2030 en fait, en l'état actuel.
Ce qu'on peut aussi dire, c'est que les rapports du GIEC et leur phase d'approbation par les représentants de tous les pays, qu'il y a une articulation en fait de co-construction sciences politiques, il faut aussi monter en compétences scientifiques les représentants de tous les pays. Et après, la difficulté, c'est qu'ils s'adressent vraiment à un cadre intergouvernemental, mais en fait, ils sont complétés par ce qui peut se faire à l'échelle nationale. Dans différents pays, il y a des Climate Change Committee, des hauts conseils pour le climat. À l'échelle nationale, il y en a aux échelles de villes, des conseils scientifiques ou des groupes régionaux d'experts climat en France à l'échelle des régions. Donc les interfaces en fait sciences politiques sont multiples. Il n'y a pas que le niveau international. Mais en tout cas, le GIEC il permet d'avoir une base scientifique commune reconnue par tous les pays et donc de séparer ce socle scientifique reconnu par tous des négociations où chacun arrive avec ce qu'il a envie de mettre sur la table ou pas. Alors justement, si on descend à cet échelon national, puisque vous êtes dans le Haut Conseil pour le climat, est-ce que votre rôle peut se traduire par une action de politique publique en faveur du climat? Quels sont les éléments que vous voyez évoluer en ce sens-là? Alors, le Haut Conseil pour le climat, lui, son rôle est très différent de celui du GIEC. Il est en fait de passer en revue les objectifs et leur mise en œuvre de la politique publique française par rapport au changement climatique. Donc pour l'adaptation, pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi en termes de diplomatie internationale et de faire des recommandations. Et donc on peut être autosaisi sur des thématiques qu'on souhaite creuser, on peut être saisi par le CESE, on peut être saisi par le Parlement qui ne le fait pas beaucoup, malheureusement, et on peut être saisi par le gouvernement. Donc dans le passé, on avait été saisi sur certains sujets, par exemple le rôle des importations, l'empreinte carbone de la France par rapport au commerce international. C'était un exemple, je trouvais intéressant, d'approfondissement. Et en fait, le gouvernement doit répondre de manière détaillée au rapport du Haut Conseil pour le climat. Donc je vais donner des exemples de choses qui ont été, je trouvais, constructives. Quand on a fait la recommandation que sur un projet de loi, il y ait une évaluation de ses implications avant, puis un suivi de ce que ça permet ou pas de faire en termes de trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que vous savez pour quelle loi cela a été appliqué ? Cela a été appliqué pour le projet de loi qui est venu des travaux de la Convention citoyenne sur le climat, la loi qui s'appelait Climat Résilience, où en fait le gouvernement avait chargé un cabinet de conseil de faire une évaluation, qui était d'ailleurs un peu optimiste, du potentiel en fait, de la trajectoire sur laquelle permettrait de nous mettre les avancées que cette loi apportait. Donc c'est un exemple. La deuxième chose qu'on avait soulignée, c'est le besoin de coordination interministérielle. Donc si vous avez au ministère de la Transition écologique une feuille de route qui reste là, il ne se passera rien. Pour que ce soit opérationnel, il faut que chaque ministère ait une feuille de route et qu'il y ait un outil en fait, comme le secrétariat général à la planification écologique, qui peut permettre de mieux articuler les politiques publiques, en tout cas de manière transverse aux différents ministères. Alors ça ne vous a pas échappé qu'il y a parfois des tensions entre le volet finance et le volet action pour l'environnement, ou le volet agricole et le volet action pour l'environnement. Donc on voit bien les limites aussi de l'exercice. Par exemple, quand on a une loi agricole où on n'intègre pas la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qu'on met en avant les enjeux d'adaptation, mais pas l'autre dimension, on voit qu'on n'aborde pas de manière systémique les enjeux de transition, on va dire, agroécologique. Donc on voit bien la difficulté de l'exercice entre nous, ce qu'on peut dire, un rapport spécifique système alimentaire agricole qu'on avait fait un an avant et puis qui n'a pas été reflété dans le choix du Parlement, du gouvernement de travailler sur la loi de souveraineté renouvellement agricole. Voilà. Donc là, c'est les limites de l'exercice. Alors justement, puisqu'on est sur les limites, est-ce que vous, du fait de cette expérience-là, vous sentez qu'il y a d'autres leviers à mobiliser ? Alors, un autre levier, c'est l'articulation Europe politique nationale. Et donc nous, on fait aussi des recommandations par rapport à la position européenne, et on est à un moment charnière en ce moment, au sens où ce qui se joue en ce moment, c'est les objectifs 2040 que se donne la Commission européenne. Donc l'objectif européen, c'est moins 55% en 2030 et neutralité carbone en 2050. Et ça, c'est compatible avec une limitation du réchauffement proche de 1,5 degré, déclinée par rapport à la responsabilité historique européenne, en gros, pour faire simple. Et on n'est pas encore sur la trajectoire pour tenir les objectifs 2030. Si on extrapole ce qui est déjà mis en place au niveau européen, si chaque pays tient sa part, on irait plutôt vers moins 49%
en Europe entre les années 90 et 2030, ce qui est plutôt chouette et on devrait tous en être fiers. Mais il y a encore un effort supplémentaire. Mais par contre, le point de passage 2040, il est important. Donc la Commission, le Haut Conseil européen pour le climat aussi, ont proposé un point de passage à moins 90% vers 2040, qui après peut servir à définir le point de passage 2035. Et là, en ce moment, c'est un point très compliqué dans les positions des différents pays, dont la France. Donc avec des enjeux complexes de politique industrielle, de compétitivité économique, de coût de l'énergie, qui font qu'il y a des pressions du monde économique, du monde industriel extrêmement forts pour alléger un peu les engagements à horizon 2030, revoir à la baisse les objectifs 2040. Et donc on est sur un moment qui est important. Donc nous on a envoyé un rappel en fait la semaine dernière au titre du Haut Conseil pour le climat en expliquant pourquoi c'est important et en soulignant aussi pas simplement les enjeux climat mais aussi les enjeux, et je ne l'ai pas dit, mais d'indépendance et de souveraineté. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on dépense chaque année 65 milliards d'euros pour acheter du pétrole et du gaz. Et moi, les mots que j'emploie, c'est tomber de Caraïbes dans Scylla, entre dépendre du gaz et du pétrole russe et du gaz et du pétrole américain, en fait. On voit qu'on est dans une situation avec des risques de vassalisation par rapport à cette dépendance énergétique. Et donc, sur cet enjeu-là, il n'y a pas que les risques liés au changement climatique, mais il y a aussi cette vision, en fait, stratégique qui mérite d'être réfléchie, déclinée, mise en œuvre par rapport à la vision qu'on peut avoir. Et le rapport de juillet dernier du Haut Conseil pour le climat, donc je vais juste vous rappeler son titre, face à l'aggravation des impacts et face au ralentissement, à l'affaiblissement du pilotage, relancer l'action climatique. L'aggravation des impacts, vous le voyez, vagues de chaleur, sécheresse, vecteurs de maladies, les moustiques, mais aussi les moucherons qui transmettent des maladies aux animaux d'élevage, dégradation des forêts, on a une forêt française qui prend de plein fouet chaleur et sécheresse. Avant, la forêt française s'accroissait, c'était un puits de carbone intéressant. Là, on en a perdu la moitié, en fait, du puits de carbone de la forêt française, en plus des autres aspects. Donc on voit bien qu'on est sur des aspects importants. Et souvent, là où les injustices climatiques frappent de plein fouet, c'est là où, en fait, on a des vulnérabilités particulières et on a des risques climatiques particulièrement élevés. Mayotte, touchée par une tempête tropicale de forte intensité, on est avec, dans un climat qui se réchauffe, une intensification des ouragans ou des cyclones tropicaux les plus intenses. Les régions de France, Pyrénées-Orientales ou autres, avec des sécheresses sur plusieurs années, on s'attend à une aggravation des sécheresses dans le contexte méditerranéen, en fait. C'est vraiment un signal qui sort assez nettement. Et puis, plus intense inondation. Donc, on a beaucoup de régions françaises qui ont été touchées ces dernières années. Conditions chaudes, sèches, propices aux incendies. Enfin voilà, il suffit de regarder l'actualité pour voir en fait cette aggravation des impacts. Cet été, il y a eu alerte orange-rouge. Donc en fait, on était en mode gestion de crise et pas du tout en mode prévention, financement de l'adaptation qui permet de protéger les personnes les plus fragiles. Et quand on a des vagues de chaleur qui arrivent au mois de juin, c'est le temps scolaire. On voit bien à quel point les écoles ne sont pas prêtes, les lieux qui hébergent des jeunes enfants. Et ce n'est pas simplement les personnes âgées qu'on doit protéger, ce qu'on avait appris après la canicule de 2003. Donc on a en fait ce côté-là qui est les besoins d'adaptation, les financements de l'adaptation qui ne sont pas suffisants, pas suffisamment de prise en compte des vulnérabilités pour arriver à les réduire. Et puis en termes de pilotage, la programmation pluriannuelle de l'énergie, on l'attend depuis 2 ans en fait. Elle n'est toujours pas là, elle n'a pas été publiée cet été. La France n'a pas de feuille de route sur son mix énergétique pour les années à venir. Et en fait, à chaque fois, on a l'impression qu'il y a des gouvernements qui consultent, qui préparent, qui font relire et ensuite qui reculent devant l'obstacle par rapport à construire en fait un cap qu'on va tenir dans la durée. Il y a eu des progrès sur la trajectoire d'adaptation au réchauffement. La France, elle s'est donné une trajectoire de référence. Il y a une réflexion de planification. Mais après, concrètement, qui paye ? Qui finance ? Comment on s'assure que ce soit mis en œuvre ? On voit bien qu'on a un décalage entre ce qu'on pourrait faire et ce qu'on met en œuvre. C'est pour ça qu'on parle d'affaiblissement du pilotage. Il y a cet affaiblissement de ce côté de l'Atlantique.
Et malheureusement, on a bien vu avec notamment la mise en place de la nouvelle administration par Trump, des interdictions, des réductions drastiques, voire des arrêts des politiques américaines en faveur de l'environnement, des reculs également sanitaires, sociaux, humains. La politique américaine, on pourrait dire, est en train de s'aborder la science, notamment les sciences de l'environnement et du climat. Est-ce que vous pourriez peut-être nous alerter, nous citer certaines des plus dangereuses ou emblématiques mesures de Trump et les conséquences qu'elles peuvent avoir, pas seulement sur les Américains, mais certainement sur nous, puisque l'affaire de la science du climat est une affaire partagée collégialement. Donc ce qui se met en place aux États-Unis, c'est quelque chose qui avait été pensé, prévu et qui se décline. Et c'est le projet d'une fondation, d'un think tank qui s'appelle la Heritage Foundation, bien connu pour ceux qui suivent la construction des marchands de doute, ce qui s'appelait le projet 2025. Moi, je l'avais lu il y a un peu plus d'1 an. J'avais interpellé mes collègues climatologues américains en disant si ce truc-là se met en œuvre, c'est dramatique. Et ils m'avaient dit c'est trop radical, ça ne sera jamais mis en œuvre. Donc, concrètement, comment le dire ? Je pense que si vous êtes une administration américaine favorable aux énergies fossiles et hostile à la régulation environnementale ou hostile à la redistribution, la prise en compte sérieuse des sciences du climat, c'est perçu comme une menace. Donc, je pense qu'il y a 2 menaces perçues par cette administration. La première, c'est la capacité de transformation, c'est-à-dire les technologies propres, les énergies renouvelables, les véhicules électriques, qui sont compétitifs, qui se déploient avec un retard parfois américain par rapport à la Chine, et donc qui sont perçus comme pouvant abattre de la demande d'énergie fossile. Et donc ça, c'est perçu comme une menace. Donc, le premier jour de l'élection de Donald Trump, première décision, freiner la transition énergétique. Direct, la première décision, c'était défavorable à l'efficacité énergétique, défavorable aux bornes de recharge de véhicules électriques, freiner les installations de renouvelables et tout le reste. Ensuite, le cran d'après, qui est inédit, c'est aller jusqu'à attaquer la science elle-même et la liberté académique. Donc, ce qu'on a vu se décliner, c'est pour toute l'utilisation de crédits fédéraux pour la recherche, des mots interdits. Les mots interdits, c'est gaz à effet de serre, climat, modélisation, risque climatique, vulnérabilité, pollution, inégalité, CO2, technologie propre, risque climatique, résilience, événements extrêmes. Enfin, tout ça est interdit. Il y a la même chose côté inégalité sociale. Donc, on ne veut pas voir les inégalités, on ne veut pas voir les injustices environnementales ou climatiques. Et puis, il y a également des choses similaires en matière de santé. Donc moi, je mets l'accent côté climat, mais climat, environnement, santé, c'est vraiment perçu comme très relié. Alors, pourquoi ? En fait, la pierre angulaire de la régulation de l'environnement dans le cadre juridique américain, c'est pour la biodiversité, l'eau, les espèces menacées. Donc, si on a des espèces menacées, c'est ce qui va amener une régulation. Donc, sur ce thème-là, ce qui est fait, c'est virer les gens qui font les comptages d'espèces dans les agences publiques. Plus de comptage, plus de données, plus de contentieux. On peut polluer autant qu'on veut. Ou utiliser l'eau autant qu'on veut, par exemple. Et sur l'aspect climat, alors c'est tout. C'est-à-dire, c'est des pressions sur l'agence Océan-Atmosphère. Donc, l'agence fédérale qui est un peu comme Ifremer Météo France. Donc, baisse de budget. Licenciements brutaux, donc on peut appeler ça des purges par mots-clés de recrutement. D'abord, les jeunes scientifiques qui n'ont pas un cadre qui les défend de manière très solide, puis ça s'élargit. C'est une politisation en fait de la gestion de la science. Donc au lieu d'évaluer la qualité d'un projet, c'est mettre des personnes qui sont fidèles à l'idéologie de l'administration dans des postes de décision de l'administration de la recherche. Après, c'est l'interdiction pour les scientifiques de s'exprimer librement, c'est donc ceux qui sont agents fédéraux. C'est l'interdiction de financer les recherches sur les thématiques interdites. C'est le démantèlement du volet changements globaux dans le ministère des Affaires étrangères, donc ce qui fait l'articulation politique, diplomatie internationale, diplomatie environnementale. Donc c'est enlever cette partie-là entièrement. C'est supprimer les groupes d'experts dans les différents ministères où on fait rentrer les éléments probants dans la décision publique. Là, en ce moment, donc, c'est le département de l'énergie qui a
sollicité 5 scientifiques très connus pour leur prise de position climato-sceptique pour, en 2 mois, faire un rapport qui a une apparence scientifique, mais qui a un torchon, en fait, hein, qui est vraiment simplement fait pour justifier le recul de politique publique. Donc l'idée là, c'est, je pense, de l'Agence de protection de l'environnement, donc le ministère américain de l'environnement et de l'énergie, c'est d'attaquer une loi fondamentale de 2019 qui s'appelle le Climate Endangerment Act, qui tient compte des conséquences du changement climatique sur la santé, sur les écosystèmes, sur la sécurité alimentaire. Donc cette base de connaissances, elle a servi à encadrer juridiquement les émissions de gaz à effet de serre américaines. Et là, le but, en fait, c'est de remettre complètement en cause, de défaire ce cadre juridique, quitte à passer commande d'un rapport bidon de pseudosciences. Et là, c'est même en train de prendre une dimension supplémentaire parce que le Congrès américain est en train de menacer l'Académie des sciences américaine, qui a choisi de faire un rapport approfondi sur cet état des connaissances risque climatique, on va dire, de manière indépendante. Et là, la présidente de l'Académie des sciences américaine a reçu littéralement une lettre de menace l'accusant d'être de la gauche radicale, ce qui est assez intéressant quand on la connaît, partiale, remettant complètement en cause la qualité, la rigueur scientifique de l'Académie des sciences américaine, sa capacité à produire des analyses. Et donc on voit que l'idée, c'est un mépris complet de l'ensemble du système de production de connaissances pour étayer des politiques publiques au détriment des connaissances scientifiques dans des intérêts particuliers. Et maintenant, je voudrais juste réélargir à nouveau. Quand on regarde dans le monde, les pays qui arrivent le mieux à agir pour l'environnement et le climat, quelles sont leurs caractéristiques? Quand on regarde les paquets de politiques publiques qui ont fonctionné dans une quarantaine de pays, ceux qui ont réussi à baisser leurs émissions, ceux qui ont réussi à découpler aussi leurs émissions de leur croissance économique pour des pays en développement, ils ont un ensemble de caractéristiques. Et plus le degré de qualité de la vie démocratique est élevé, plus en fait l'action pour l'environnement ou le climat a été profonde et efficace. Et quand on regarde la littérature en sciences politiques qui compare ces différents pays, il y a 2 obstacles pour l'action par rapport au climat dans les démocraties qui ont été identifiés. Le premier obstacle, c'est l'effet corrupteur des énergies fossiles. Ça a été montré en Russie de manière très nette, même si à un moment donné, il y a une volonté politique. Il y a un effet corrupteur des entreprises liées au secteur des énergies fossiles, leur influence dans les campagnes électorales, leur influence au niveau du Parlement qui peut tout torpiller. Aux États-Unis, pas de limite sur les financements de campagne. Et là, ça joue à fond, en fait. Le ministre de l'énergie aux États-Unis, lui-même, a des intérêts dans l'exploitation du gaz de schiste. Enfin, c'est un point qui est très, très frappant. Deuxième effet qui sape la capacité des démocraties à agir par rapport aux enjeux environnementaux, c'est les inégalités sociales très fortes et c'est l'influence disproportionnée de personnes avec des revenus très élevés dont les intérêts économiques sont favorables à l'absence de régulation. Et c'est notamment quand ces personnalités très riches et très influentes sont possesseurs de médias, donc pas d'indépendance des médias et des médias privatisés, ou de réseaux sociaux. Donc les États-Unis, ils ont ces 2 caractéristiques-là, en fait, où on voit qu'en fait, on a une politique qui est très favorable à l'accaparement de richesses sur certains secteurs de la tech ou sur certains secteurs liés aux énergies fossiles, donc hostile à la régulation environnementale, et donc il y a une feuille de route qui est extrêmement cynique et brutale et qui se décline à tous les niveaux. On l'a vu dans les pressions commerciales Europe-États-Unis. À chaque fois, sur les menaces de taxes supplémentaires, on voit ajouter des contraintes d'engagement à acheter des énergies fossiles. On le voit de manière très assumée et très cynique. Merci beaucoup. Alors, j'avais encore d'autres questions, mais le temps file, donc je voudrais absolument vous poser ma dernière question avant de laisser la parole au public pour quelques questions ou interventions, qu'on puisse avoir aussi cet échange-là. Et donc, je voulais parler carrière scientifique féminine. Parce qu'il me semble important que dans une fête progressiste, et plus spécialement à l'espace science de la fête de l'humanité, évoquer le déséquilibre des carrières scientifiques qui sont très majoritairement dominées par les hommes, c'est un point important, peut-être même majeur. Et je suis convaincu que féminiser les carrières scientifiques, en plus de briser des plafonds de verre, ça apporterait une vision neuve, alternative, créative même, et que ce serait aussi le cas avec tout autre ensemble actuellement dominé.
Donc, je voudrais très simplement vous demander, est-ce que vous pourriez revenir sur votre parcours? Vous avez peut-être été confronté à ces effets de carrière scientifique encore très dominée par les hommes. Est-ce que vous sentez que ça change ou comment est-ce que vous verrez les choses, vous verriez un changement se faire au niveau du monde académique que vous connaissez? Donc moi, quand j'étais une jeune fille, j'ai bien perçu les obstacles, on va dire, culturels, y compris dans ma famille, pourtant progressiste, sur le fait d'encourager des jeunes filles vers des parcours scientifiques. C'est toujours présent. J'ai été très minoritaire dans des classes prépa scientifiques ou en école d'ingénieur. C'est toujours présent. Il y a assez peu de progrès quand on regarde. Il y a même eu, avec la réforme du lycée, un recul en fait sur la proportion de jeunes filles qui prenaient les options type mathématiques. Donc il y a encore beaucoup à faire. La deuxième chose que je voulais souligner, c'est l'importance en fait de renforcer tout ce qui permet de concilier la vie personnelle et la vie professionnelle, qui est favorable à un meilleur équilibre pour tout le monde, les hommes et les femmes, mais avec des obstacles plus forts pour les femmes, et particulier sur les carrières scientifiques, notamment quand on recule l'âge de recrutement sur poste fixe de jeunes scientifiques, donc qui sont précaires dans la durée, qui doivent changer de ville ou changer de pays. On voit que ça ajoute des obstacles supplémentaires, notamment pour les jeunes femmes qui souhaiteraient construire une famille, ou les jeunes hommes d'ailleurs. Ça rajoute un obstacle supplémentaire qui est important à intégrer, je pense, dans la vision qu'on peut avoir sur le soutien au parcours scientifique. Et puis la dernière chose que je voulais mentionner dans le cadre des travaux du GIEC, donc j'ai été amenée à travailler avec des scientifiques brillants du monde entier, de toutes les régions du monde, hommes, femmes. J'ai vu tous les obstacles à l'inclusion, à la participation, tous les biais culturels, tous les biais inconscients, tous les syndromes d'imposteurs ou toutes les attitudes méprisantes qui peuvent exister. Le GIEC, la semaine prochaine, fait une réunion de travail à Genève sur justement l'inclusion, la participation. Et il y a une chose dont je suis certaine, mais vraiment certaine, c'est que plus on a des gens d'horizons diversifiés, de milieux personnels, de lieux de vie initiaux, hommes, femmes, qui participent à l'avancée des connaissances scientifiques, meilleur est le résultat à la fin. D'accord ? Ça évite les effets un peu de boys club où les gens pensent pareil. C'est aussi important pour apporter des réponses qui répondent aux réels besoins de la société dans toute sa diversité, sur des enjeux par rapport au changement climatique notamment. C'est extrêmement important de s'appuyer aussi sur cette diversité de compréhension des défis de société. Et donc, la capacité à surmonter ces obstacles, ça peut aussi passer par davantage de formation. Davantage de formation sur les biens inconscients, ça commence à être mis en place. Davantage de formation pour surmonter les idées reçues qui existent dès l'école primaire, parce que c'est là que ça s'ancre, en fait, les stéréotypes sociaux par rapport à la manière dont on se projette sur différents métiers. Ce qui manque aussi, c'est montrer à quel point des parcours dans les sciences, la technologie, le numérique peuvent déboucher sur des métiers qui ont du sens, qui sont intéressants, qu'on vienne de banlieues, de régions rurales, de zones urbaines, qu'on soit un garçon ou une fille. Ça, c'est un point aussi qui est, je pense, extrêmement important, et c'est ce qu'on essaie de faire quand on intervient dans notamment des milieux populaires autour de cet endroit précis ici, où on voit en fait, encore une fois, tous ces stéréotypes qui sont présents. Et la dernière chose que je voulais mentionner, c'est parfois il y a besoin de symboles. Et donc, dans le cadre d'une demande de la mairie de Paris avec l'Académie des sciences, j'ai été associée à un projet qui vise sur la Tour Eiffel, qui rend hommage sur son premier étage à 72 grands savants, d'ajouter en fait un hommage à de grandes savantes qui ont contribué à l'histoire des sciences, à son avancée, mais qui ont été en fait rendues invisibles, méconnues, alors qu'en réalité, il n'y a pas que Marie Curie. Il y a beaucoup de femmes qui ont contribué à l'avancée de l'astronomie, des mathématiques, de la physique, de la chimie, de l'étude de l'océan et du reste, ou de l'agronomie, dans des conditions dans le passé qui étaient difficiles pour elles. Et je pense qu'il y a aussi cette importance de leur rendre hommage, de les rendre visibles, pour que chaque petite fille puisse avoir aussi des exemples, y compris dans l'enseignement, dans les personnalités qu'on met en avant, de sorte à normaliser finalement la contribution de toutes et tous à l'avancée des connaissances.
Je crois qu'on a beau être à l'espace science, on vient de faire un beau morceau de politique. Merci beaucoup Valérie Masson-Delmotte. Il nous reste, et ça j'y tiens, une bonne quinzaine de minutes pour prendre quelques-unes de vos questions ou interventions. Je vais en prendre par grappe de 2-3 pour faire un jeu de questions-réponses avec Valérie Masson-Delmotte. Alors je vais essayer d'éviter d'être dans le boys club, donc je ne vais pas prendre que des hommes. Mais j'ai vu le premier qui levait la main ici. Ok. Vous aviez évoqué les émissions de CO2 qui viennent des combustibles qui à la fois réchauffent l'atmosphère par leur pouvoir réchauffant, mais aussi qui ont un effet refroidissant avec l'émission de particules. Ça, vous dites que ça avait baissé et que du coup, ça a également contribué à un réchauffement en plus. À l'inverse, est-ce que vous pensez qu'on sous-estime les émissions dues à l'agriculture, avec notamment les émissions de gaz oxydés et azotés? Est-ce que vous pensez que ça, c'est sous-estimé actuellement en France et dans le monde? Alors, on a des inventaires d'émissions qui portent sur tous les secteurs. Si vous regardez les rapports, par exemple, du Haut Conseil pour le climat, vous verrez qu'on estime la contribution de chaque secteur à chacun des gaz, et après, on peut les agréger de différentes manières. Et donc, si on regarde en France, le premier secteur émetteur, ce sont les transports, puisque notre électricité est décarbonée, ce qui est un peu différent du reste du monde. Et le deuxième secteur émetteur, après les transports, c'est l'agriculture. Et ensuite, on a le secteur des bâtiments, on a le secteur de l'industrie, puis tout en bas, on a le secteur des déchets. Voilà. Et ensuite, les gaz émis par le secteur agricole, ce ne sont pas nécessairement du CO2, sauf pour la déforestation ou les machines agricoles. Ça va être des gaz qui ont d'autres propriétés, notamment le méthane. Donc un gaz à effet de serre qui a un effet réchauffant fort, mais une durée de vie courte. Et puis l'oxyde nitreux qui a une durée de vie d'à peu près 100 ans. Et donc, on a cet enjeu d'arriver à agir sur chacun de ces aspects d'une manière intelligente, d'une manière intégrée, aussi pour construire une production agricole qui émette moins et qui soit aussi plus résiliente. Et ça demande des approches système. Et c'est ça qui est délicat, c'est pas simplement ce que l'on produit, mais c'est aussi ce que l'on consomme, d'où l'enjeu d'aborder cela à l'angle du système alimentaire, mais aussi des enjeux santé-alimentation. On a une question juste là, à gauche. Je suis là. Bonjour, déjà merci pour la conf, c'était très intéressant. Moi ma question c'était, vous avez dit qu'en tant que scientifique vous pouvez avoir une influence sur les politiques publiques, mais quand on a des politiques publiques qui... une influence entre guillemets, hein, vous pouvez intervenir dans des conseils, ce genre de choses, et du coup quand on a des politiques publiques et des gouvernements qui ne sont pas forcément actifs, comme ce qu'on peut avoir actuellement, est-ce que vous pensez que les scientifiques peuvent être un peu mieux entendus, ou en tout cas ça peut avoir plus de poids s'ils vont dans la rue avec la population? Est-ce que c'est un engagement qui est... comment cet engagement-là il est perçu dans la communauté scientifique, et est-ce que c'est quelque chose qui est encouragé? Ouais, alors ça je ne l'ai pas abordé, mais c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit sur le titre de la table ronde, scientifique et politique. Entre les deux, il y a vous, quoi. Il y a le rôle des citoyens, il y a le rôle de la société civile, il y a le lien scientifique monde de l'entreprise, il y a le lien scientifique administration publique, pas simplement politique, mais ceux qui font vivre au jour le jour l'administration publique, et puis il y a chacun d'entre vous. Et donc pour moi, ça pose la question de tout ce qui est démocratisation de la science. Ça pose la question de comment on tient compte, on fait participer largement le public dans la production de connaissances, ce qui est difficile en fait, ça demande des moyens particuliers. Et puis après, il y a en fait comment on peut aussi, sur la base d'éléments objectifs factuels, avoir une influence en tant que société civile dans son ensemble. Et aux États-Unis, dont on parlait tout à l'heure, il y a même une autre dimension qui est les scientifiques face aux menaces autocratiques. L'intimidation, la censure, les menaces de coupe de budget, de licenciement, les menaces personnelles dans un pays très violent. Comment on protège les scientifiques dans ce contexte-là. Ce qui est aussi, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de donner la parole à ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, par exemple. Et mes collègues américains qui ont été virés, là, brutalement, par exemple, pour beaucoup d'entre eux, ils ne souhaitent qu'une chose, c'est s'impliquer avec la société civile pour reconstruire, en fait, des bases de confiance et reconstruire aussi une société qui tienne compte des éléments factuels dans la prise de décision, au-delà du cadre idéologique qui est dominant. Voilà. Oui. La prochaine question est ici, de l'autre côté.
Bonjour, merci beaucoup pour votre prise de parole. Au début, vous avez parlé du groupe 1 du GIEC, vous avez dit qu'il était non prescriptif. Quand on superpose les enjeux qui sont relatés dans le groupe 1 et ce dont vous avez parlé avec donc les limites à l'action publique, donc les inégalités sociales, l'effet corruptif des fossiles, etc. On voit qu'il y a une superposition quasi totale entre le problème lié au capitalisme et le problème lié à l'environnement. Et du coup, ma question en ce sens, c'est quand la prescription liée au groupe 1 est presque lisible entre les lignes, comment ça se fait que du coup le groupe 3, qui lui est censé prescrire, en fait, il dit juste on va faire de la clean tech et on va juste faire, t'inquiète, des trucs qui récupèrent le CO2 de l'atmosphère, ce qui, on sait, ne marche pas. Et donc, voilà, ma question, c'était comment on fait pour avoir un groupe ou en tout cas une instance publique qui devrait être le rôle du groupe 3, qui met en avance une prescription un peu plus textuelle, noir sur blanc. Alors, aucun des groupes du GIEC n'a pour mandat d'être prescriptif. À chaque fois, le mandat, c'est de s'appuyer sur les éléments probants de la littérature scientifique, technique, économique, d'en faire une synthèse avec les choses robustes, les limites, les incertitudes. Et après, c'est plutôt en fait des analyses conditionnelles. Si on veut limiter le réchauffement à tel niveau, sur la base du travail de scénario, de potentiel d'action de différentes dimensions, qu'est-ce qui peut être décliné? Donc c'est plutôt conditionnel. C'est jamais prescriptif. C'est souvent rapporté comme tel, mais ça n'est pas le cas quand on lit les rapports. Et si vous regardez en fait les rapports du GIEC, pour qu'ils soient justes, il faut qu'ils reflètent la littérature scientifique. Donc si vous avez un manque de littérature scientifique sur, des approches d'écologie radicale ou de décroissance, vous ne les aurez pas dans les rapports du GIEC, parce que ce n'est pas l'opinion, ça doit se baser sur des travaux publiés, reproductibles et vérifiables. Donc c'est ça en fait souvent le décalage. Donc vous faites référence à la critique récente publiée par Jean-Baptiste Fressos, je pense, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le dernier rapport du GIEC, groupe 3, justement, pour la première fois, il y a eu un chapitre sur le secteur demande, pas simplement comment on transforme les systèmes de production, mais la place des transformations de société, des styles de vie, de la demande, avec une réflexion à l'angle de l'efficacité, de la sobriété également. Et moi qui observais ça extérieurement, parce que je n'ai pas contribué à cette évaluation-là, ce qui était aussi très frappant, c'était de voir quel discours ou quel angle peut être audible dans différentes régions du monde. Donc le GIEC, il s'adresse à tous les pays du monde. La majorité de la population du monde, elle vit dans des endroits où elle manque de services de base. Il y a une aspiration très forte au développement, avec un poids de l'histoire, y compris coloniale. Et donc les discours sur la sobriété, etc., c'est inaudible. Par contre, il peut y avoir un ancrage culturel. C'est le cas en France, qui est intéressant. C'est le cas aussi dans certains pays d'Asie, mais pas partout. Donc on a aussi cette limite-là, en fait, culturelle, et dans ce qui est audible par les gouvernements. Et au moment de l'approbation du résumé pour décideurs, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il y a parfois une attente plus forte d'approche plutôt pro-business, mais qui vient aussi de ce que les représentants des différents pays soulignent. Donc c'est le résultat de ce compromis. Et un point que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, il y a les citoyens, il y a les scientifiques, il y a le politique, et puis il y a l'état de droit. Le droit, c'est un point important, et pour moi, vraiment, j'ai été extrêmement heureuse cet été de lire l'avis consultatif de la Cour internationale de justice. Je vous invite à le lire. Donc la Cour internationale de justice, elle est saisie sur les aspects qui touchent à l'intérêt général, en fait. Les communs planétaires en font partie. Et ils ont été saisis par l'Assemblée générale de l'ONU à la demande de petits États du Pacifique, à l'initiative d'étudiants en droit, sur les obligations des États par rapport au changement climatique. Moi, j'ai été auditionnée sur des aspects techniques avec quelques collègues. Et c'est un avis qui est pour moi extrêmement puissant, parce qu'il rappelle de manière très claire à quel point bénéficier des droits humains fondamentaux est intimement lié à la protection du système climatique. Et il ancre sur cette base-là les obligations des États par rapport aux entreprises, par rapport aux communautés, aux autres pays les plus vulnérables également. Et donc finalement, il pose les bases pour la première fois dans un cadre intergouvernemental aussi de ce qu'est la justice climatique. Donc je voulais le mentionner aussi en plus de ce qu'on a abordé. On prend encore 2 questions, je pense, une ici, une là. Bonjour, merci pour votre intervention. J'avais une question qui est comment la communauté scientifique se prépare à la montée du climato-scepticisme qui va être lié, vous l'avez dit, au fait qu'il va y avoir en fait une grande entropie, même si on arrêtait tout de suite toutes les causes de pollution, il y aurait quand même des effets qui se feraient sentir sur des milliers d'années. Sur le niveau de la mer, oui. Par exemple.
Comment vous préparez au fait que ça risque de faire monter des idées climato-sceptiques parce qu'il y aura forcément des discours qui vont dire on a tout arrêté et vous voyez on a encore des conséquences. Comment la communauté scientifique donc se prépare à ça? Alors d'abord, il n'y a pas toujours une communauté scientifique uniforme en fait. Il y a des scientifiques qui sont des citoyens, qui ont chacun aussi leur propre perception des enjeux. Donc il y a une grande diversité et je ne peux pas parler pour tout le monde. Alors, si on regarde le climato-scepticisme ou le déni climatique, il a pris différentes formes dans le temps. Il y a le déni du changement, du fait que le climat change, le déni du fait que ce soit lié aux activités humaines, le déni de sa gravité, le déni de la capacité à agir. En fait, on a tout le spectre. Donc, après, on n'a pas encore le fait que la remise en cause du fait que même si on a agi, on doit faire face avec des conséquences inévitables. C'est pas encore ce qui a le plus émergé. Et souvent, en fait, la construction de ce déni, elle vient pas de l'expérience vécue des gens, elle vient aussi du rôle de marchands de doute dans la société ou de groupes politiques populistes qui cherchent à se positionner, à rendre les choses clivantes par construction idéologique, par opportunité électorale. Et moi, je suis extrêmement inquiète. Donc, le climato-scepticisme, je l'ai vu monter en puissance dans les années 80-90, notamment aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons. Bon, avec Claude Allègre et d'autres, ici aussi, c'était tout à fait présent. Il prend d'autres formes. On a même des formes d'ingérence, y compris étrangères, via les réseaux sociaux, qui visent à rendre tout clivant dans la délibération démocratique. Donc, ce qui est très frappant, c'est que ces dernières années, je pense le but de ces marchands de doute, c'était semer le doute sur le potentiel de différents leviers de décarbonation. Alors par exemple au Royaume-Uni, il y a eu énormément de désinformation sur les pompes à chaleur par exemple. En France, il y a énormément de désinformation sur les batteries de véhicules électriques ou sur l'éolien. Dans chaque pays, ça peut prendre des formes un peu culturelles différentes. Mais c'est très net. Et là, le but, c'est empêcher de délibérer, de trouver le chemin collectivement qu'on va suivre, et puis freiner chaque individu en lui faisant croire qu'il a bien raison de ne rien changer. Bah, du coup, on reste avec des systèmes qui fonctionnent avec du gaz et du pétrole, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et là, maintenant, ce qu'on a vu ce printemps, c'est rendre également clivants les leviers d'action sur l'adaptation. Comment on vit avec des vagues de chaleur? Il y a des endroits où on va climatiser, il y a des endroits où on mettra des réseaux de froid. On va pouvoir rénover certains bâtiments, mais pas tous. On va verdir les villes. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça, c'est des chemins à construire où il y a certaines options qu'on va déployer. Mais je suis certaine d'une chose, c'est demain, on n'aura pas l'argent pour mettre des clims dans toutes les écoles qui sont des passoires thermiques. D'accord? Donc il n'y a pas une seule solution unique. Et là, on a vu des polémiques sur la climatisation qui visent justement à cliver, en fait, à mettre l'accent sur un aspect, comme s'il y avait une seule réponse à un problème complexe, en oubliant toutes les dimensions, on va dire, liées aux écosystèmes, tous les aspects liés aux inégalités sociales. Et ça, c'est une nouvelle forme, je trouve, d'aspect clivant qui rentre dans le débat public. Et nous, on a une autre dimension qui est temporelle. Il nous reste que quelques minutes, donc je vais prendre les 2 dernières questions d'affilée et vous laisser y répondre. Bonsoir, bon après-midi. Et merci pour vos apports. Ma question est assez technique en fait. Je vais partir d'une image. Lorsque je décongèle mon frigo ou mon congélateur, je commence par avoir des gouttes d'eau, puis des petits bouts de glace qui se détachent, et à la fin c'est des gros bouts de glace. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe en Antarctique avec la calotte. Et je me demande comment on peut intégrer ces modèles sur la montée des eaux, parce que les morceaux de glace qui glissent dans l'océan, ils font monter l'océan d'un seul coup en fait. Donc comment on peut intégrer ça, ces effets de seuil en quelque sorte, au niveau des modèles? Alors il y a énormément de travaux sur cette notion-là qui est la notion de point de bascule, oui. Ah oui, bonjour. Ma question n'a rien à voir du coup et un petit peu plus politique comme les sujets d'avant. C'était pour savoir, avec ce qu'on entend aujourd'hui, par exemple, sur les gouvernements possibles futurs d'extrême droite en France, et avec ce qu'on a dit sur ce qui se passait aux États-Unis aujourd'hui, est-ce qu'en France, on a des garde-fous, peut-être institutionnels, ou comme vous avez parlé de la Cour internationale de justice, peut-être des instances européennes, qui nous permettraient d'échapper à une situation similaire? Alors, je vais commencer à aborder la première question qui est sur la réponse de l'Antarctique face à la montée face au réchauffement.
on est devant des verrous scientifiques, on est devant des points d'incertitude importants, notamment sur la possibilité de glissement rapide de certains secteurs qui conduirait en fait à drainer de la glace et donc acter une montée plus importante du niveau de la mer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur les climats passés des périodes plus chaudes pour le caractériser. On travaille sur les observations actuelles. On travaille sur l'amélioration des modèles, mais on est conscient de cette incertitude. Un risque, c'est de ne pas la communiquer aux décideurs. Et donc, ce qu'on a fait, c'est construire des scénarios qu'on appelle des trames narratives, pas simplement le meilleur résultat moyen de tous nos calculs, mais au cas où on est la fonte la plus forte avec ces processus incertains, quelle serait l'ampleur plausible, comme une limite haute, de montée du niveau de la mer. Et actuellement, par exemple, ça n'est pas intégré dans ce que la France a choisi d'avoir comme référence pour l'adaptation du littoral. Et c'est pour tous les sujets de la même manière, en fait. Quelle pourrait être la pire combinaison d'événements extrêmes à un endroit donné, qui sera importante pour la protection civile, pour assurer la sécurité des personnes, même dans la pire crise. Et donc, dans notre propre institut, l'Institut Pierre-Simon Laplace, on essaie aussi de travailler sur ces aspects-là, un peu dans une approche de catastrophisme éclairé, c'est-à-dire creuser les éventualités qui seraient les plus difficiles à gérer et fournir cette information pour ceux qui réfléchissent à des infrastructures critiques à longue durée de vie, par exemple, de sorte à ce qu'ils puissent avoir tout le spectre des risques possibles à leur connaissance. Alors sur la deuxième question, les garde-fous, je pense que sur la politisation de la science, les garde-fous, c'est tout ce qui va privilégier la place de l'évaluation par les pairs dans le monde scientifique. C'est tout ce qui peut garantir l'indépendance et la liberté académique. Et on voit que c'est fragile et menacé. Sur la liberté d'expression dans les instituts de recherche, parfois, parce qu'il y a une stratégie de communication, on veut protéger les individus sur des sujets sensibles, mais la limite, elle est compliquée entre ça et garantir la liberté d'expression académique, même sur des sujets sensibles, par exemple liés à l'eau, pour prendre cet exemple-là, ou à la santé environnementale. On a en fait comment on peut mieux protéger dans la Constitution la liberté académique, qui me semble importante. Et puis il y a le soutien de l'ensemble de la société, qui est aussi un point très important. Puis la dernière chose, c'est aussi en fait comment faire en sorte que tous les financements de la recherche ne soient pas que fléchés à court terme sous l'impulsion des modes politiques. C'est aussi un point important qui peut fragiliser la recherche dans la durée, les effets de mode et de focus sur des questions très appliquées à court terme. Merci beaucoup. Je crois que ces derniers mots nous mettent vraiment en phase avec aussi les revendications du PCF pour la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il y a un débat à suivre qui lui aussi est animé par la section PCF de l'université Paris-Saclay. Vous aurez aussi sur le stand des expériences scientifiques qui sont disponibles pendant toute la fête. Merci encore à Valérie Masson-Delmotte. Et puis si l'esprit de la fête tel que nous le pratiquons vous plaît, n'oubliez pas d'adhérer. Bonne fête à vous.